Anne de Bettencourt. Je vois qu'il y a un petit problème d'affichage sur mon... C'est pas grave, on va faire très bien. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous et je vais essayer effectivement de présenter quelques éléments de pourquoi l'économie circulaire et vers où on va et qu'est-ce qu'on peut en connaître aujourd'hui. Alors ça sera sûrement pas tout, mais en tout cas pourquoi ça a de l'intérêt et pourquoi en tout cas je vous remercie d'avoir mis ce thème aujourd'hui. Alors, attendez, juste que je comprenne. Donc j'ai appelé la conférence effectivement économie circulaire pour une nouvelle prospérité. Je pense que c'est pour donner l'idée qu'on est vraiment dans un domaine où on va aller vers une nouvelle prospérité, quel que soit ce qu'on en met chacun, en tout cas dans du court terme et dans du long terme. Et en tout cas, je vais essayer de vous le démontrer. Bon, sur quoi j'appuie? Juste là? Sur entrée? Ah, très bien. Alors pourquoi de l'économie circulaire? Pourquoi l'économie circulaire? Parce que c'est une question de bon sens. On en a déjà parlé. On a effectivement, depuis la révolution industrielle, notre modèle économique, le progrès, le confort dans lequel nous vivons aujourd'hui, a été basé au moment de la révolution industrielle sur un principe que l'on appelle aujourd'hui, a posteriori, système d'économie linéaire, qui est de dire j'extrais des matières premières, je fabrique, je les transforme, et puis on les jette. Évidemment, à cette époque-là, on n'avait aucune idée de la finitude de ressources ou d'une raréfaction quelconque des ressources. Et on a développé, force est de reconnaître, énormément de choses et qui nous permettent aujourd'hui d'être à un niveau de confort qui n'est évidemment pas le même qu'au début du XIXe siècle. Donc ça a vraiment développé énormément de choses. Donc c'est vraiment ce système que l'on peut appeler économie linéaire. Mais évidemment, ça a un coût, j'allais dire, mais en tout cas, ça a une limite qui est effectivement la consommation de matières premières, puisque cette croissance de la production est liée intimement à la croissance de l'extraction des ressources naturelles. Et là, on s'est rendu compte à un moment, et là, je pense qu'il n'y a plus grand monde pour pouvoir dire que ça n'est pas un état de fait, qu'on est sur une planète finie, ronde, et que sur certaines matières, évidemment, on ne pourra pas continuer de la même façon. Je vous ai donné, pas beaucoup de chiffres, mais juste pour vous donner des chiffres. Voilà, en 2009, on a consommé 68 milliards de tonnes de ressources naturelles, quand en 70, on en consommait la moitié. Donc juste, voilà, on ne peut pas tous les aussi fréquemment, en tout cas, augmenter la croissance des ressources naturelles. Juste un petit chiffre, la France, en 2011, c'était 11 milliards. Ce n'est pas les mêmes provenances, donc j'ai pas les mêmes... Enfin, c'est plus pour donner un angle. Donc évidemment, on a un vrai sujet sur l'utilisation des ressources naturelles. C'est d'autant plus un vrai sujet que énormément de gens ont fait des études. Le BRGM diffuse très souvent des données là-dessus. Et on sait, alors c'est toujours compliqué de savoir la finitude des ressources, hein. C'est toujours de la prospective, c'est jamais complètement, que je ne me battrai pas sur les chiffres, mais on peut aujourd'hui s'accorder le fait qu'on va pour certaines ressources et pour certaines plus vite que d'autres vers une finitude que l'on devrait voir de notre vivant. Hein, donc l'argent, le palladium, l'or sont particulièrement rares, d'autres le sont moins. Hein. Mais enfin, l'uranium, ce serait a priori autour de 2040, le nickel 2048, le pétrole 2050. Bon, je juste sûrement pas qu'on aille sur des chiffres précis, juste pour dire que dans le siècle qui est le nôtre, nous connaîtrons la raréfaction des ressources, voire on passe vraiment d'un modèle d'abondance à un modèle de rareté. Il y a en plus un autre sujet qui est évidemment l'extraction des ressources naturelles et cette production a un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2 et qui évidemment est un enjeu fort pour les générations à venir. Ce que j'évoquais tout à l'heure, on aura en France l'année prochaine exactement en ce moment, c'est-à-dire fin novembre, les 15 premiers jours de décembre, la France accueillera la conférence climat
à Paris, qui sera un moment important pour que l'on puisse ensemble décider des années à venir et des nouveaux modèles économiques vers lesquels nous allons pour pouvoir maîtriser les gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. Alors c'est une question de bon sens sur les ressources, mais, et ça je vais insister un tout petit peu, c'est une question de santé publique. Aujourd'hui, on a un réel sujet sur la santé publique, dans le sens où on a, sans rentrer dans tous les détails, mais un impact de la toxicité, un impact de la pollution qui est important. Là, ici, c'est l'analyse de sang d'un journaliste qui s'était prêté au jeu et de faire une analyse, et on a retrouvé des produits toxiques détectés dont certains avaient disparu depuis, ou en tout cas étaient interdits depuis de très nombreuses années. Un autre enjeu extrêmement fort, c'est la pollution de l'air intérieur. Vous savez que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Il vaudrait quasiment mieux dormir dans la rue que dormir chez soi, tellement l'air est pollué. J'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai. L'air intérieur est aujourd'hui le premier problème de santé publique vraiment important. Et puis, évidemment, en fonction de la conception, alors on ne voit rien, mais en fonction de la conception des produits et de comment ils ont été conçus, les effets, les gaz, ici on a les comparaisons de gaz qui sont émis à partir d'un rasoir électrique fabriqué un en Chine et un en Allemagne, on a des émissions de gaz toxiques qui sont extrêmement importantes. Donc c'est pas un faux sujet de savoir comment sont conçus nos produits. Alors pourquoi de l'économie circulaire? C'est aussi une question de valeur économique et sociétale. L'étude qui a été faite par le cabinet McKinsey montre que si on faisait une réelle économie circulaire, alors c'est des estimations, hein, parce que c'est compliqué de le faire complètement, mais en tout cas ça donne une idée, on pourrait économiser par an 380 milliards de dollars en matières premières en Europe, si on donnait une réelle circularité à nos matières premières. Donc c'est pas juste un argument d'écolo. Ce que je veux dire, on est concrètement dans l'économie circulaire. Mais économie, vous savez bien tous, la racine d'économie, c'est de faire des économies. Donc on va faire des économies de ressources naturelles. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Et ce que nous, on appelle à l'Institut de l'économie circulaire, à la Fondation Nicolas Hulot, l'économie circulaire a impact positif. Alors, la prise de conscience, elle existe, il n'y a pas de souci. Je pense que vous êtes tous là aussi pour le prouver. Le développement durable est entré aujourd'hui en tout cas dans les mœurs, et en tout cas, cette prise de conscience qu'on ne peut pas continuer exactement comme ça, j'allais dire, est partagée suffisamment par suffisamment de monde pour qu'on puisse se mettre autour de la table pour travailler. Et ça a permis, le développement durable, d'intégrer cet objectif et de se dire comment on réduit l'impact de nos activités. Et c'est un pas important, comment on réduit l'impact de nos activités. Et là-dessus, évidemment, nombre d'entreprises, nombre de collectivités, nombre de citoyens ont pris ça en considération. Mais c'est une étape nécessaire, mais pas suffisante. On ne peut pas juste se donner comme objectif de réduire l'impact. L'enjeu du XXIe siècle, c'est de mettre notre intelligence, de mettre nos performances à la création d'impact positif. Ça ne suffit pas de se dire qu'on va réduire notre impact. Il faut qu'on mette notre créativité, notre intelligence, nos organisations au service de la création de valeurs positives, que ce soit sur un plan social, économique ou environnemental. Donc c'est vraiment, les anglo-saxons ont une phrase qui est assez simple, ils disent « less bad is not good ». Donc voilà, moins mal n'est pas bon. Juste, j'aime bien parce que les anglo-saxons ont toujours des phrases un peu courtes et comme ça, c'est assez impactant. Donc l'idée de ce qu'on veut parler d'économie circulaire aujourd'hui, c'est de se dire comment on met notre énergie à optimiser l'impact positif de ce qu'on fait plutôt qu'à minimiser l'impact négatif. C'est vraiment un changement de regard, un changement de lunettes. Je ne dis pas que c'est simple du jour au lendemain. Ça serait absolument complètement faux. Maintenant, c'est quand même un changement de vision des choses. Où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que je mets mon énergie à optimiser ce qui peut avoir un impact positif aujourd'hui et demain? Ou est-ce que je mets mon énergie à
à minimiser l'impact négatif. C'est vraiment ce changement qui nous permet de rentrer dans l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire telle que je vous la présente, elle est basée sur le concept du cradle to cradle, du berceau au berceau, qui a été initié il y a quelques années par un Allemand et un Américain, Michael Brangart et William McDonough. Et ils se sont juste inspirés du fonctionnement de la nature. L'économie circulaire, ça n'a rien de neuf en fait, hein, réellement. C'est reproduire dans un sens le fonctionnement de la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Ça n'existe pas. Tout déchet est un nutriment pour quelque chose d'autre. Tout déchet sert à quelque chose. Une feuille morte qui va tomber va servir en se transformant au sol et à nourrir le sol. Il n'y a pas de déchets. La notion de déchet n'existe pas. Donc l'idée, c'est d'imiter dans cette mesure la nature. Et ce qui veut dire que, je reparle de tout à l'heure quand on disait comment on minimise l'impact négatif, aujourd'hui on a pris en compte la gestion des déchets qui est quand même importante, mais du coup quand on conçoit un produit, on conçoit et on imagine sa fin de vie. Ce que l'on propose avec l'économie circulaire, c'est pas d'anticiper seulement sa fin de vie, mais c'est d'anticiper là où les prochaines vies, soit du produit, soit de la matière qu'il compose. C'est-à-dire, dès l'éco-conception, je vais imaginer ce que ça va devenir. Ce qui veut dire qu'il faut penser démontable et pas démontable, désassemblable et pas jetable, enfin en tout cas. Donc l'idée, c'est de dire comment je conçois pour déconstruire plutôt que je conçois pour détruire. À partir de ce moment-là, ça nous permet d'avoir une économie circulaire. Pensée non toxique. Ça, vous avez, juste pour vous dire par rapport aux enjeux, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que si on a des matières toxiques qui ont été toxiques à un moment et qu'on les met dans des circuits circulaires, on n'a pas du tout envie de circulariser de la toxicité. Donc il faut concevoir dès le départ non toxique. Et donc on transforme chaque matière, chaque déchet toxique, non toxique en ressources. Et évidemment, ça passe par les énergies renouvelables également. Ça favorise l'allongement de la durée de vie des produits et des matières par la réparation, la réutilisation, le réemploi, le recyclage. Donc vous voyez que toutes ces matières, tout ça, ça part de l'éco-conception. J'insiste juste un peu, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que l'économie circulaire, c'est l'économie du recyclage ou la meilleure gestion des déchets. C'est une partie extrêmement importante. Mais ça, c'est l'aval. L'important, c'est que la coopération puisse se faire dès l'amont et donc que ça puisse être dès la conception des produits. Et puis, ça prend en compte, Moiti en parlera beaucoup plus tout à l'heure, ça prend en compte les modèles d'utilisation, les modèles d'usage, ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, l'économie collaborative, l'économie du partage, parce que dans une économie circulaire, ce qui est important, c'est la performance d'usage de la matière et des produits. Quand vous savez qu'une voiture est utilisée 5% de son temps, on peut imaginer que si on trouve des modèles économiques qui permettent d'améliorer la performance d'usage de toute cette matière qui n'est utilisée que 5% de son temps, ça va être évidemment beaucoup plus performant. Donc on intègre dans l'économie circulaire tout ce qui est les modèles de vente. Voilà, l'économie circulaire, c'est donc 2 circuits. On n'y voit pas grand-chose, j'en suis désolée, mais c'est 2 circuits. C'est comment créer des boucles positives, soit dans un circuit organique, parce que rappelons-nous que la première économie circulaire, c'est quand même tout ce qui est lié à l'organique, à l'agricole et aux matières organiques. On l'oublie souvent, mais c'est quand même la base de l'économie circulaire. Et puis, la deuxième boucle, c'est une boucle technique, donc tout ce qui est conception, réparation, réutilisation, réemploi, recyclage. Alors, quelques exemples. Je vous parlais, un exemple important, le bâtiment. Qu'est-ce que ça voudrait dire de fabriquer des bâtiments pour être construits, pour être désassemblés, sans toxicité, plutôt que d'être, excusez-moi, mais pour être des futurs tas de gravats. On sait qu'aujourd'hui, on a un problème avec la déconstruction. Alors, on prend toute l'antériorité. Hein. Mais imaginez
Oh là là, alors là je suis allée beaucoup trop vite, là je ne sais pas comment je reviens. Oh là là, alors là, il faut m'aider. Bon, en tout cas, imaginez des bâtiments qui soient donc construits pour être désassemblés. Des bâtiments qui soient construits pour être des banques de matériaux, qui ont de la valeur à leur fin de vie, qui vont être réutilisés à leur fin de vie. Mais ça veut dire fabriquer avec un passeport matière, en se disant, on sait quelles matières vont pouvoir être utilisées. Encore. Donc voilà, c'est le principe de construire des produits, des bâtiments comme des banques de matériaux. Deuxième, j'en parlais parce que c'est important et on l'oublie souvent, c'est les circuits organiques. Les circuits courts alimentaires, on parlait tout à l'heure de circuits courts, c'est complètement dans l'économie circulaire, évidemment. Et donc, quand on n'a pas de gaspillage d'abord, parce que le principe de l'économie circulaire, c'est pas de créer des déchets pour pouvoir s'en servir. C'est quand même, à la base, d'avoir moins de déchets. C'est juste parce que parfois, on peut l'oublier. Donc, pas de gaspillage. Valorisation des déchets organiques, il y a des champs énormes d'innovation à avoir là-dedans. On n'est pas encore loin d'avoir tout obtenu. Bon, c'est pas du tout mon affaire là. Un exemple, et puis j'arrive au bout. Un exemple intéressant dans les conceptions des produits qui va vous résumer un petit peu, je pense, tout ce que ça veut dire. Dessau, c'est un fabricant de moquettes et a travaillé sur sa recyclabilité. Ils ont évidemment depuis des années travaillé sur des moquettes recyclables. Et puis un jour ils se sont dit, ça ne suffit pas. D'abord, ça ne nous différencie pas assez de nos concurrents. Donc, on va aller un peu plus loin. Et le un peu plus loin, ça a été de se dire, ça suffit pas de dire que je vais faire un produit recyclable et qui soit un peu moins toxique, puisqu'on sait que les moquettes, ça peut avoir quand même un impact d'émissions et de toxicité dans les intérieurs. Le chef d'entreprise a dit à ses ingénieurs, fabriquez-moi une moquette, trouvez-moi une moquette qui purifie l'air intérieur. Et ils sont en train d'y arriver, avec des systèmes de petites boucles qui captent les poussières. Ils sont en train d'y arriver pour avoir une moquette qui soit de meilleure qualité. Et puis, ça ne suffisait pas. Il dit comment on fait pour aller plus loin dans le modèle de vente. Et ils ont créé un système d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'ils font des contrats avec leurs clients où ils mettent à disposition de la moquette pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, peu importe. Et cette matière revient à l'entreprise. Et comme elle a été conçue par l'entreprise, elle revient dans le cycle de production. Ce qui veut dire que non seulement c'est débarrasser le client pour lui remettre de la moquette, mais en plus ça veut dire de la matière en moins à acheter et donc elle peut remettre cette matière dans le circuit. Voilà. Alors ils ont fait ça en beaucoup d'années, c'est pas tout de suite, mais en tout cas ça permet de voir que petit à petit on intègre tous les éléments. Et puis voilà, donc l'économie de la fonctionnalité, mais je ne vais pas en parler parce que je pense que Philippe Moitié en parlera plus, mais juste pour vous dire, bon, on connaît les Autolib et les Vélib, en tout cas, ça j'ai pris des exemples parisiens, désolé. Et puis, juste pour dire qu'aujourd'hui, Philips a changé son modèle économique, par exemple aux Pays-Bas, ils vendent plus des ampoules à leurs gros clients, par exemple à l'aéroport d'Amsterdam, ils vendent plus d'ampoules, ils vendent une performance lumineuse. Et en fonction de ça, ils doivent réduire la consommation d'énergie, mettre des ampoules qui durent le plus longtemps possible pour avoir le moins possible de changements, etc. Il y a des changements de modèle économique qui se font vraiment. Et voilà, dernière chose, l'économie circulaire, comme son nom l'indique, c'est circulaire. Donc l'économie circulaire, ça ne peut pas se faire tout seul. C'est en coopération avec des entreprises, avec des acteurs, avec tous les acteurs du territoire. On parlait de circuits courts tout à l'heure, oui, c'est en partie, pas seulement, mais des circuits courts. Donc l'économie circulaire, ça permet d'être un soutien à une activité industrielle et agricole sur les territoires, réellement, en coopération. C'est le développement de nouvelles filières liées à l'éco-conception, le réparation, le réemploi, le recyclage. On est loin d'avoir tout fait là-dessus, mais on ne pourra pas faire de réparation et de réemploi si on n'a pas mieux éco-conçu les produits. C'est des sources d'innovation, je n'ai pas le temps d'en parler. Et puis c'est évidemment beaucoup de nouvelles compétences et beaucoup de nouveaux emplois parce que c'est un changement de regard sur l'activité et petit à petit sur la façon d'être en lien avec les territoires et avec les clients. Voilà, merci.
Partager maintenant un moment qui va nous faire entrer de plein pied dans un autre aspect du concret avec 3 entreprises qui vont me rejoindre maintenant, les entreprises Coca-Cola, Lafarge et Crédit Agricole. Si vous voulez bien me rejoindre. Bienvenue messieurs. Alors nous avons Monsieur Poncet pour l'entreprise Coca-Cola, Alexandre Poncet, Monsieur Thomas de Charette pour le groupe Lafarge et Monsieur Emmanuel Vey pour le Crédit Agricole. Donc la question simple se pose de la façon suivante, c'est que faites-vous concrètement dans cette perspective de l'économie circulaire? Monsieur Vey, si vous voulez bien commencer. Je suis honoré de commencer parce que nous, on est une petite banque régionale coopérative et il y a deux très belles entreprises à mes côtés. Donc, peut-être vous dire justement ce que, déjà en tant qu'entreprise de 3000 collaborateurs, en fait, comment on vit l'économie circulaire et surtout comment on essaie de, modestement, en fait, d'avoir quelques actions pour limiter, par exemple, nos déchets. Évidemment, on est un gros consommateur de papier quand on est 3000 collaborateurs sur les 600 en Saône-et-Loire. Ensuite, on a une activité qui génère beaucoup de papier, donc voilà, on fait beaucoup d'efforts de dématérialisation, que ce soit quand on a toutes les problématiques, par exemple de relevé bancaire, on propose de le faire par mail, ou nous, on a des programmes de réduction de consommation de papier. Donc globalement, on arrive à réduire ces dernières années de 10% à peu près notre consommation de papier. D'une manière générale, on a fait un bilan carbone et on a un objectif de l'améliorer, d'améliorer ça de vingtaine de pourcents. Voilà, et l'autre chose, on a par exemple décidé de lancer un process de recyclage de l'ensemble des cartes bancaires de nos clients, de la même manière et de proposer des cartes bancaires qui, via notre filiale, qui sont fabriquées à partir de plastique végétal. Voilà, donc tout ça, en fait, on le suit. On a un comité de direction spécialement développement durable tous les trimestres. Et nos collaborateurs sont assez impliqués. Peut-être ce qui est peut-être qui vous intéresse aussi de savoir, c'est comment, en fait, en tant que banque régionale et coopérative, finalement, on s'intègre dans ce thème de l'économie circulaire. Alors, j'ai envie de dire que, premièrement, déjà, en finançant l'économie circulaire, on a parlé, évidemment, je ne vais pas rentrer, mais bon, de projets là qu'on a la chance ou l'honneur d'avoir accompagné. Le Crédit Agricole en France aujourd'hui, ça doit être à peu près 75%, je crois, de financement de tout ce qui est méthanisation. Voilà, donc évidemment, on accompagne ça. Moi, j'aime bien, alors l'économie circulaire, c'est pas tout à fait la thématique, mais les circuits courts qui sont chers au président de Serre. Voilà, bon, forcément, le Crédit Agricole s'intéresse beaucoup à cette économie, moi je dirais circulaire, mais aussi une économie de notre territoire, parce que nous, on est une banque qui ne bouge pas de son territoire. Donc ça, c'est pour ce volet. Il y a un deuxième volet qui est important, c'est qu'on est nous-mêmes un acteur en fait de l'économie circulaire, puisque finalement, c'est quoi la banque? C'est transformer de l'épargne de certains en crédit pour les autres. Alors voilà, ça c'est le métier de la banque, mais une banque régionale coopérative, elle le fait dans un territoire à part entière, et donc à l'intérieur de ce territoire, elle fait tourner ça. Alors vous rappelez qu'on a quand même une crise financière assez importante il y a quelques années, et qui a démontré qu'en fait, la ressource était une ressource rare. Le refinancement, l'argent était une ressource rare. Et il y a même des banques qui en sont mortes. Alors évidemment, ce n'est pas du tout notre cas à nous, mais nous, on a eu cette force, c'est de pouvoir justement se rendre indépendant. Dans l'économie circulaire, il y a aussi une thématique importante qui est être indépendant en termes de ressources. Et nous, on a une ressource formidable qui est l'épargne en fait, ici des Saône-et-Loriens, qu'on peut transformer en, fait, en crédit pour financer des projets Saône-et-Loriens. D'ailleurs, nos sociétaires en fait, souscrivent à des produits d'épargne, de livrets qui sont réservés à nos sociétaires ou de produits de placement, et qui ils ont l'assurance que leur épargne va être transformée en crédit. Et d'ailleurs, du coup, je pense que tout le monde connaît la marque Saône-et-Loire Créative La Bourgogne. On a l'honneur d'être un des ambassadeurs. Et en fait, on est en train de réfléchir. Sous quelques jours, on va proposer en fait aux Saône-et-Loriens, à nos clients et à ceux qui veulent le devenir, en fait, un produit d'épargne qui leur garantira que cette épargne-là, c'est de l'épargne qui ira financer des projets de Saône-et-Loire.
Donc on pousse la démarche plus loin, c'est de le faire carrément vraiment sur un territoire propre qui est le département. Donc on va avancer là-dessus, et avec l'idée aussi de parler de croissance, de sortir de l'ambiance actuelle et de se dire tiens, soutenons Saône-et-Loire Créative La Bourgogne, voilà, c'est là, rejoignez nombreux en fait ce mouvement pour faire rayonner la Saône-et-Loire. Donc voilà, c'est typiquement un sujet d'économie circulaire. Et peut-être le dernier point qui me paraît important, c'est que quand on dit circulaire, pour moi, ça rime avec solidaire aussi. Alors vous savez que nous, en tant que banque, mutualiste, avec nos 1400 élus, on porte, et 360 000 sociétaires, on porte des valeurs très fortes comme ça de solidarité. Et pour moi, quand on dit économie circulaire, c'est aussi l'idée de chaîne de solidarité. Et là, en fait, depuis le début de la semaine dernière, on a lancé pour nos sociétaires la capacité de, chaque fois qu'ils ils font une opération avec leur carte sociétaire, on a créé une monnaie solidaire, une monnaie virtuelle en fait, qui traduit en fait, chaque fois qu'ils utilisent leur carte, eh ben, il y a un toolkit, ça s'appelle les toolkits. C'est un toolkit qui leur est attribué, et ces toolkits, eh ben, en fait, ils peuvent aller sur un site internet qui leur est réservé et l'attribuer à une association de leur choix de notre territoire en fait. Et j'ai envie de dire que la boucle est bouclée, puisqu'en fait, voilà, derrière, je suis sociétaire. Si je suis sociétaire d'une banque coopérative, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de m'investir dans mon territoire, d'accompagner ce territoire-là. Je peux recycler une partie en fait de cette solidarité sous forme d'une monnaie solidaire pour pouvoir soutenir des associations. Voilà, j'ai envie de dire que c'était une autre façon si ce n'est d'être acteur, en tout cas de faire participer tout le monde à cette économie circulaire et solidaire. Et pour finir, tout ça, en fait, nous, on en rendait compte dans ce qu'on appelle le pacte coopératif et territorial, qui est, il y en a d'autres, des grandes entreprises qui parlent d'un rapport annuel ou d'un rapport financier. Nous, on a un pacte coopératif et territorial qui rend compte à nos sociétaires de toutes ces actions qu'on essaie de faire, et en se disant modestement que voilà, si tout le monde y participe et si on fait participer un plus grand nombre, bah forcément ça doit être un mieux, ça doit dynamiser nos territoires, et ça peut être que positif. Nous vous applaudissons, merci. Emmanuel, merci pour cette mise en perspective qui donne de la densité à un aspect qui n'aurait pas forcément été évident, c'est comment je fais vivre l'économie circulaire à l'échelle du service. En tout cas, merci de la passion et de l'enthousiasme qui vous anime pour partager ça. Pour nous parler d'aspects pragmatiques dans le métier de la cimenterie, Monsieur Thomas de Charette, qui est donc directeur de l'usine de la cimenterie du Val d'Azergues. Alors effectivement, nous, on appartient à un grand groupe industriel, Lafarge, qui existe depuis au moins 150 ans. Et donc la dimension d'économie circulaire, pour moi, elle est intimement liée effectivement à l'industrie et au fait que quand on est une industrie, on s'ancre dans un territoire. Une cimenterie, elle est là localement pour servir un marché local, une centaine de kilomètres autour de sa cimenterie. Et au départ, elle prélève de la ressource naturelle sur ce territoire au travers de carrières. Et donc, indéniablement, cette industrie, elle nécessite des moyens assez importants. Et si elle veut durer, c'est son objectif, c'est d'être là dans la durée. Nos investissements, ils sont faits pour durer au minimum 50 ans. Et bien, il faut forcément que l'on s'insère dans le tissu local et qu'on s'insère dans la chaîne solidaire, mais aussi de valeurs locales, pour pouvoir espérer continuer à exister et donc à servir une économie, à servir un marché, et que nos produits de plus en plus innovants viennent au service de la communauté. Donc il y a déjà cette notion au départ dans l'économie circulaire de cette acceptabilité de notre activité localement. Après, c'est vrai qu'il y a des aspects aujourd'hui extrêmement pragmatiques, et les exemples des trophées qui ont été distribués l'illustrent bien, puisque nous, effectivement, un des grands enjeux pour continuer à maintenir de l'industrie en France, c'est de rester compétitif. Un de nos postes de coûts importants, c'est l'énergie, le combustible notamment. Et évidemment que j'entendais
l'initiative de Bourgogne Recyclage, où on est exactement dans ce créneau-là. On utilise des combustibles solides recyclés pour pouvoir diminuer notre facture énergétique dans un premier temps, mais également apporter effectivement une solution qui aujourd'hui est moins coûteuse à la communauté, puisque nos installations permettent très efficacement de recycler ces déchets. Il n'y a pas besoin d'investissement supplémentaire, donc ça ne génère pas de surcoût pour la communauté. Et puis, pour un certain nombre d'industriels également, on est un lieu où on peut recycler les déchets d'autres industries. Et les autres industriels vont y trouver aussi un avantage, puisqu'ils vont trouver une solution à moindre coût que d'autres solutions. Aujourd'hui, à titre d'exemple, dans mon usine, dans ma cimenterie, 40% de l'énergie combustible est substituée par des déchets. L'autre avantage, c'est que c'est une économie à peu près de l'équivalent de 25 000 tonnes de pétrole par an. Donc il y a aussi cette notion-là, en faisant marcher des circuits courts, en jouant la proximité, la solidarité, on fait aussi petit à petit des efforts pour la planète, on économise du CO2, on économise de la ressource qui n'est pas renouvelable. Alors ça, c'est les exemples qu'on a classiquement en tête, hein, la partie combustible. Dans nos métiers, qui sont aussi les métiers du bâtiment, est en train aussi de se développer quelque chose de nouveau, c'est tous les produits de la déconstruction des bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de nouvelles normes concernant justement les consommations d'énergie, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont amenés à être rénovés, un certain nombre qui sont amenés à être détruits pour en construire de nouveaux. Et les déchets de cette construction-là sert aujourd'hui à nouveau de matière première, alors beaucoup utilisée dans la route depuis un certain temps, mais également dans les bétons, et également peut être utilisée comme matière première dans nos cimenteries, ce qui permet également là aussi d'économiser la ressource naturelle qui est le calcaire. C'est compliqué aujourd'hui d'ouvrir des carrières, donc si on arrive à économiser la ressource de nos carrières, ça permet d'économiser la matière naturelle, de rallonger la durée de vie de nos industries, puisque là, on est très dépendant de la présence de la ressource naturelle. Donc voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on reboucle la boucle. Dans notre cas, c'est on extrait certes de la matière naturelle, on essaye d'en extraire le moins possible pour produire des ciments, des bétons qui vont servir à construire des habitations, et les déchets de ces habitations reviennent comme matière première pour à nouveau fabriquer des ciments et des bétons. Donc voilà, c'est notre vision pragmatique de technique. Je crois que le groupe était assez précurseur, non? Il a démarré très tôt ces démarches de rationalisation des ressources. Alors oui, comme je vous l'expliquais, nous, en tant qu'industrie, depuis le départ, on s'insère dans un territoire, donc tout de suite, on a cette vision long terme et cette vision de rester. Et donc, dès les années 70, on a commencé à imaginer pouvoir recycler un certain nombre de déchets. Ça a commencé par des huiles usagées notamment, c'était des choses à l'époque assez courantes, on ne savait pas les recycler autrement qu'en les incinérant. Et bien, nous on les passait dans nos fours de cimenterie, et il y a eu une montée en puissance depuis le début des années 70. L'ambition aujourd'hui du groupe à l'échelle planétaire, c'est que 50%, d'ici 2020, 50% de l'énergie combustible utilisée dans nos cimenteries se fera à travers des déchets. Est-ce que les différents combustibles alternatifs utilisés pour cuire le clinker ont une influence sur la recette et sur le résultat? Ah non, c'est toute la force et l'intérêt de notre activité, c'est qu'aujourd'hui, pour nos fours, ils brûlent, ils ont une flamme à 2000 degrés, donc on peut utiliser n'importe quel type de combustible, et ça n'a évidemment pas d'incidence à la fin. La seule incidence, c'est que dans certains cas, notamment quand on brûle de la biomasse, le bilan carbone est réduit. D'accord. Merci pour ce partage. Un témoignage maintenant de Monsieur Alexandre Poncet, directeur de la communication externe de Coca-Cola. Bien, bonjour à tous. Déjà, Monsieur le Président, vous ne saviez pas que vous feriez un heureux en invitant Coca-Cola, parce que moi, je suis originaire de Mâcon, j'ai grandi à Mâcon, et mes parents étaient chefs d'entreprise en Saône-et-Loire, donc merci pour l'invitation. Alors, je vais peut-être me mettre debout, parce que je suis venu un peu avec du matériel. En fait, Coca-Cola, on le sait assez peu, mais c'est une entreprise qui est en France depuis 1921, et dans lequel on a 5 usines en France. On est présent sur 8 foyers sur 10
en France, et 90% des boissons que vous buvez en France sont produites en France dans 5 usines. Une usine à Dunkerque, une usine à Grigny, une usine à Clamart et 2 usines dans le sud de la France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et on emploie 2600 collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour Coca-Cola, l'économie circulaire? L'enjeu, c'est faire en sorte que cette bouteille de PET 50, redevienne une bouteille. Alors, ça passe par différentes étapes. Déjà, on va faire en sorte que la bouteille, elle soit triée, qu'elle arrive dans un centre de tri, et qu'ensuite, elle soit transformée en PET recyclé, qu'ensuite, on va injecter dans une préforme, et cette préforme, ensuite, elle va être soufflée dans une usine de Coca-Cola. Alors, l'enjeu aujourd'hui, et pourquoi Coca-Cola s'est intéressé à l'économie circulaire, c'est que dans du plastique, il y a du pétrole, donc forcément une ressource qui est périssable. Une ressource qui est périssable, et également, on a un très fort enjeu, compte tenu de la réputation de notre marque, et une très forte attente des consommateurs pour qu'on soit une entreprise exemplaire en termes d'environnement et de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc on a mis en place une démarche pour valoriser, faire en sorte qu'une bouteille redevienne une bouteille. Alors ça pose plusieurs questions, parce que l'une des premières questions, c'est que ces fameuses petites billes de PET recyclées, il n'y en a pas assez en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez en France, à la fois parce que les entreprises ont du mal à investir sur ce produit-là, ont du mal à investir aussi parce qu'il n'y a pas assez de ressources, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de bouteilles qui sont triées. Donc la première action qu'on a mis en place, c'est qu'on a investi 18 millions d'euros en Bourgogne, à côté de Beaune. Donc Coca qui vient à Beaune, ça pose quand même des questions, mais on a investi avec APPE dans une joint venture. On a investi 18 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production de RPET où on a augmenté de 50% la quantité produite de PET, donc de plastique recyclé en France, dans cette usine. Ensuite, dans une usine qui se trouve dans l'Essonne à Grigny, on récupère ce PET recyclé et on va le souffler pour faire en sorte que ça devienne une préforme. Donc d'embouteilleur, on est devenu plasturgiste. Et donc on va faire ces préformes qui ensuite vont être de nouveau soufflées, vont redevenir une bouteille et seront remplies pour vous offrir une boisson de qualité. La deuxième action qu'il faut faire, c'est que le problème, c'est un problème de ressources. Parce que le principe de l'économie circulaire, c'est faire en sorte qu'un déchet redevienne une ressource. Il faut travailler donc avec Coca Emballage, avec les collectivités locales, pour faire en sorte que les plastiques et les bouteilles plastiques soient recyclées. Donc ça, c'est dans la poubelle jaune qu'il faut la recycler. Mais il faut aussi éduquer les consommateurs. Il faut savoir que les jeunes, quoi qu'on en pense, sont des moins bons recycleurs que les aînés. Donc on a créé à Sainte-Marie-la-Blanche, donc à côté de Beaune, un centre pédagogique pour éduquer les jeunes à l'économie circulaire des matériaux, que ce soit le carton, le plastique, etc. On a une jeune femme qu'on a embauchée qui anime ce centre. Et dans les collèges, les lycées de Saône-et-Loire et de Bourgogne, on a des jeunes qui viennent visiter ce centre-là. Mais comme on ne peut pas faire venir toute la France en Bourgogne, enfin, on aimerait bien, mais on a des problèmes quand même de transport, on a lancé ce mois-ci un site web dans lequel on va encourager et expliquer comment ça se passe pour qu'une bouteille redevienne une bouteille. Et tout le principe du recyclage, c'est un site web qui s'appelle Infineo Économie Circulaire. Et puis on va également à la rencontre des jeunes sur les festivals pour, d'une manière ludique, leur parler d'économie circulaire et les encourager à recycler. Le dernier point que je voulais dire, c'est que l'économie circulaire, on l'a vraiment mis au cœur de notre modèle de croissance. C'est un changement important, c'est des investissements très très importants pour l'entreprise, mais c'est aussi une capacité à créer des emplois. C'est-à-dire que chez Coca-Cola Entreprises, simplement sur la France, on a créé une dizaine d'emplois autour de l'économie circulaire. Donc c'est un nouveau modèle de croissance, une nouvelle adjacence, et ça permet du développement économique d'être aussi un développement d'emploi. Et donc c'est l'enjeu pour l'entreprise. Donc je vous invite tous à trier vos bouteilles dans la poubelle jaune pour faire en sorte qu'elles redeviennent une bouteille. Voilà, merci.